Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans pour les intimes, ou encore comme j'aime l'appeler, le manga slash animé qui m'a fait passer par toutes les étapes du deuil, sauf l'acceptation, parce que oui, faut que je vous le dise tout de suite, comme ça au moins c'est réglé, SNK c'était mon deuxième manga préféré, juste derrière Ashita no Joe, donc voilà. Croyez-moi, passer juste après Joyabuki, c'est pas forcément une mince affaire. Et j'ai longtemps pensé que Shingeki no Kyojin, c'était un chef-d'œuvre quasiment indépassable. L'écriture était brillante, les personnages étaient gris, ambigus, humains, mais en même temps brisés. Le genre de complexité morale que j'apprécie énormément. Les thèmes sur la guerre, la haine, la mémoire, la liberté, du miel pour mon petit cœur misanthrope. Et surtout tous les tropes narratifs dont je suis particulièrement friand, du retournement de veste existentiel à la tragédie silencieuse de la guerre, y était présent, traité avec un sérieux qui frisait, en ce qui me concerne, le génie Shimer Isayama, si je puis me permettre. Et pourtant, ça n'a pas duré, cet amour, puisque oui, au début, je détestais SNK, quand je dis au début, c'est avant d'avoir commencé le manga slash animé, puisque le battage médiatique, la hype autour de l'animé, justement, m'avait vacciné, et surtout que j'avais compris plus ou moins que c'était très inspiré de Meuf Love. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça, sur où je compare SNK et Meuf Love, donc voilà, je me disais, bon, ok, c'est du Meuf Love pour les schlags, quel intérêt, SNK. Et effectivement, j'avais activé mon Guias anti-hype. Mais j'ai cédé, j'ai lancé l'animé, j'ai commencé les premières pages du manga Shingeki no Kyojin, et là, évidemment, ce fut la claque. J'ai aimé fort et passionnément le manga de Isayama, j'ai tout rattrapé, j'ai même relu le manga depuis le début, j'ai défendu la série bec et ongles, j'étais à fond, mais voilà, malheureusement, cette idylle n'a pas duré longtemps, puisque, et on va le résumer en 2 mots, il y a eu la fin. Enfin, en 2 mots, il y a un peu plus que 2 mots, mais vous m'avez compris. Là, il s'agit d'une apocalypse narrative. J'ai été trahi, comme Eren, comme l'humanité, comme tous les gens qui pensaient que l'auteur, que le mangaka Isayama savait où il allait. Et aujourd'hui, on va revenir sur toutes les raisons pour lesquelles, la fin de SNK, c'est juste un désastre absolu. Comment elle a détruit tout ce que l'œuvre a construit avec minutie pendant 10 ans. Et pourquoi Isayama a préféré lisser son propos au lieu de l'assumer jusqu'au bout. Alors, pour ceux qui aiment bien la chaîne Yaginalyse, vous le savez, j'avais déjà fait une vidéo il y a plus ou moins 1 an sur le sujet de la fin de SNK, mais le problème c'est que cette vidéo, mais pas si mal que ça, mais c'était un bon petit coup de sang improvisé, un petit coup de tête, mais là je reviens, préparé, documenté et chirurgical. Et donc là, on revient pour disséquer cette fin comme un titan entre les mains de Hanji. Là, on va le faire, voilà, méthodiquement, si je puis me permettre. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors, déjà, on va commencer avec le personnage de Zeke, ou de Sig. On va l'appeler Zeke, vous allez me pardonner, qui passe de génie stratégique à pantin interchangeable. Alors, en ce qui concerne le contexte narratif, il est le suivant. Zeke, c'était censé être le mec intelligent du manga. Le darwinien désabusé qui voulait mettre fin à la souffrance eldienne, non pas par la guerre, mais par l'extinction douce. Un type élevé dans la haine de son propre peuple, l'ethno-masochiste ultime, devenu monstre pour que les enfants n'aient plus à l'être. C'est pas rien, encore une fois, un chef-d'œuvre d'écriture, merci Isayama. Mais dans les faits, à la fin, Zeke se retrouve traité comme un outil scénaristique de luxe. Une vulgaire clé USB qu'on branche pour activer les pouvoirs du titan originel. Il se fait balader par Eren qui lui sort un mind game de série B dans le chemin, puis il se fait retourner par Armin qui lui explique la vie en 4 phrases façon la terre est belle et les gens aussi, alors que le mec, je sais pas, il a plus de 40 ans, bref, voilà quoi. Le gars est conditionné depuis 30 ans à penser que le monde est une benne à ordures racistes, mais un ado de 16 piges arrive à le convaincre de se battre pour l'humanité en moins de 2 pages. Encore une fois, c'est ridicule, et le pire, c'est qu'il meurt comme un PNJ, il est coupé en 2 par Levi, puis on passe à autre chose. Zeke, c'est pas un arc narratif, c'est un interrupteur narratif, c'est l'un des persos les plus thématiquement chargés de l'œuvre, et il se voit traité comme un ticket de métro, c'est terrible. Ensuite, on passe directement, à Historia, je pense que c'est l'un des points les plus, clivants de la fin de SNK, puisque c'est censé être la reine de l'île, mais en même temps, elle a un rôle secondaire dans sa propre vie, puisque Historia devient finalement reine, rejette les manipulations de sa lignée, gagne en autonomie, et on se dit, ok, elle sera cruciale à la fin, logique, sauf que pas vraiment. Elle revient après le time skip et elle est enceinte, par un fermier sans nom, sans visage et sans personnalité, et là Isayama te dit que c'est un mystère, sauf que c'est un faux mystère. On n'a aucun indice, on n'a aucun payoff narratif, on n'a aucune résolution, c'est pas du mystère, c'est juste une désinvolture éditoriale de plus. Et tout le monde voit le problème, Pourquoi Historia ment-elle sur la date de son accouchement? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas mariée? Pourquoi elle n'a aucune scène avec Eren alors que c'est lui qui lui a soufflé l'idée d'avoir un enfant? Enfin, il y en a une à la fin, je veux dire, bon, c'est un peu éclaté au sol. Et pourquoi est-ce
qu'elle est absente de la résolution finale alors qu'elle est censée gouverner l'île. On parle de la descendante directe de la lignée royale qui se retrouve reléguée à une fonction biologique. Pas une ligne de dialogue importante, juste une femme enceinte en arrière-plan, littéralement effacée de son propre destin. Et si le père est vraiment ce fermier random, alors pourquoi ce teasing? Pourquoi tout ce flou? Parce qu'il y a toujours effectivement les théories comme quoi effectivement Eren serait le père ou pas. Apparemment c'est pas le cas, et on se pose la question, pourquoi Isayama n'a rien raconté avec elle à la fin? Il a laissé clairement tomber l'intrigue d'Historia comme un auteur de fanfic qui était juste fatigué, qui voulait aller dormir. C'est un peu bête quoi. Autre chose qui fout le seum, c'est les Jaegeristes. C'est le fait que ils avaient un vrai plan, et que l'Alliance, eux, tout ce qu'ils avaient, c'était des sentiments. Et pas vraiment de plan, et pas vraiment de logique. Puisque après le timeskip, après l'ellipse narrative, le gouvernement de Paradis est dépassé. Floch et les Jaegeristes prennent le pouvoir pour défendre l'île par tous les moyens, ils veulent activer le grand terrassement comme dissuasion militaire, et leur message est clair, c'est eux ou nous. Et ce qu'on peut comprendre, sauf qu'en face, l'Alliance veut stopper Eren, parce que tuer 80% du monde, c'est pas ouf. Là aussi, ça peut se comprendre. Mais le souci, il est là. Les Jaegeristes ont une idéologie, une structure et une cohérence. Sauf que l'Alliance n'a rien du tout. Juste un vague, c'est pas bien, sans aucune alternative concrète. Ils détruisent leur propre armée, ils tuent leurs anciens camarades, ils condamnent leur île à la guerre perpétuelle, et pourquoi ? Parce que le génocide, c'est pas bien. Ce que je comprends, évidemment, c'est pas bien du tout. Mais SNK ne va même pas au bout de ce dilemme moral. On nous dit que l'Alliance est du bon côté et que les Jaegeristes sont des méchants, et c'est tout. Il n'y a pas le côté un peu gris moralement, le côté un peu non manichéen de SNK. Et comme il faut bien les faire gagner, Isayama balance la logique militaire par la fenêtre. 10 types, dont une gamine et un cheval, battent une armée surentraînée. Et une fois Floch mort, tous les Jaegeristes disparaissent comme par magie. Plus de résistants, plus de révolte, plus rien. C'est pas une résolution, c'est un effacement de problème pur et dur. Et à la fin, voilà, si je puis me permettre, Floch avait raison, exactement comme Neji avait raison. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. Bref, au-delà de ça, et je continue sur ce dont je parlais tout à l'heure, il y a clairement un double standard, il y a beaucoup d'hypocrisie, et voilà quoi. Et c'est un problème, puisque l'Alliance est censée porter la voix de la raison, le non au génocide, ce que je peux comprendre. Mais les actes des persos contredisent constamment ce qu'ils prétendent défendre. L'hypocrisie, encore une fois, est totale. Connie tue Samuel, un pote d'enfance qui est pourtant désarmé. Annie, ex-meurtrière de masse, revient pépère sans rendre de compte, à personne. Mikasa lui adresse des regards compatissants. Par contre, pour Louise, qui l'idolâtre, elle sort, ferme ta gueule et crève. Mikasa d'ailleurs, encore une fois, qui n'a jamais compris Eren, finit par l'embrasser sur un crâne décapité, ok, et le clou du spectacle, c'est que tout le monde pleure Eren. Le gars a rasé la planète. Mais comme c'était pour ses amis, entre guillemets, il a droit à un hommage façon martyr du Christ, alors que non, pas du tout. Que ce soit Jean, Reiner, Mikasa, tous l'admirent comme un héros, et pourtant, ils l'ont tué. Tu peux pas à la fois dire on a sauvé le monde, et pleurer le mec qui a failli détruire le monde. C'est pas un dilemme moral, c'est le beurre et l'argent du beurre en même temps. Sauf que ça marche pas. Et au-delà de ça, Falco devient un pigeon géant, et tout le monde trouve ça normal. C'est pas forcément très important, mais ça fait chier, parce que à ce moment-là, quand même, on est dans la bataille finale, l'Alliance est en train de livrer son assaut suicidaire contre Eren, qui est devenu donc un 1000 pattes géant façon boss de fin sous acide, et c'est le moment où tous les éléments, narratifs en tout cas, doivent être rigoureusement posés. Ce qu'on a eu malheureusement, c'est que Falco, sans entraînement, sans aucun déclencheur, sans explication claire, se transforme soudainement en titan volant. Mais genre littéralement, un oiseau avec des ailes, des plumes et il vole, voilà. Pourquoi ? C'est la question qu'on peut se poser, parce qu'il a vu des souvenirs d'un titan bestial avec des ailes. Voilà. Donc, dans un manga qui passe 12 chapitres à expliquer la chimie du vin empoisonné, on te balance un titan ornithorynque sur le champ de bataille sans une once de setup narratif crédible. C'est pas de la narration, c'est du PowerPoint improvisé. Et pendant ce temps-là, les réserves de gaz sont infinies. Les réserves de lames aussi. Tout le monde court, tout le monde vole, tout le monde se bat sans jamais être fatigué. Alors que dans l'arc de Trost, le manque de gaz était un élément critique de tension dramatique vis-à-vis des moteurs qui permettent aux personnages de pouvoir se déplacer en 3 dimensions. Sauf que là, non. Tout le monde est en mode Shingeki no Fortnite, avec loot automatique et déplacement illimité, je n'ai pas compris. D'ailleurs, revenons un peu avec le grand terrassement, donc 80% de l'humanité qui part en vacances, mais pas tes potes, donc ça passe, voilà. 80% de l'humanité peuvent crever, mais tant que tes potes restent vivants, tu restes un gentil. C'est quand même incroyable. Donc, Eren active le grand terrassement, des dizaines de millions de titans colossaux marchent sur la planète entière, pulvérisant ville, nation, civilisation, c'est donc l'apocalypse. Et pourtant, les parents de Reiner sont vivants, les familles de Armin, Connie, Gabi et Falco sont vivants, les copains random sont vivants aussi, 80% de l'humanité a dégagé, mais tous les persos secondaires avec un prénom ont survécu. Donc voilà, on appelle ça un tri amical, et le manga veut nous faire croire que Eren est un monstre,
en même temps il est un héros, mais que par chance il n'a tué que des inconnus. Donc ça passe, ça n'a aucun sens. Encore une fois, Isayama n'a pas réussi effectivement à aller au bout de son délire, ça se voyait qu'il était vraiment le derrière entre deux chaises jusqu'au dernier chapitre, et comme ça, l'Alliance peut continuer à pleurer la mort de Eren sans trop se sentir mal en fait. Pratique, non, parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant au niveau du dilemme moral si les familles des personnages principaux avaient crevé. Et c'est là où effectivement tu te poses la question, est-ce que vraiment Eren est un héros ou pas en fait? Bon, maintenant, parlons un peu de Ymir, l'esclave de l'amour. Apparemment. Et quand je dis ça, je parle littéralement, hein, ce n'est pas une expression. Ymir Fritz, c'est la toute première détentrice du pouvoir des titans. C'est une esclave qui a été élevée, qui a été persécutée, sacrifiée, puis bouffée par ses propres enfants, afin de perpétuer son pouvoir. C'est une vie de souffrance qu'elle a eue, une mort sans paix, et pourtant, 2000 ans après, son esprit fabrique des titans dans une dimension hors du temps. Voilà, donc il s'agit effectivement d'une figure tragique, d'une victime absolue. Et comment ça se conclut? Bah, on t'explique que si elle a continué ce cycle pendant 2 millénaires, c'est parce qu'elle aimait le roi Fritz. Oui, hein, on parle de l'homme qui, le roi Fritz, a tué sa famille, a brûlé son village, a coupé sa langue, a fait d'elle une machine à enfants, et l'a laissé mourir sans un regard, et a même forcé ses enfants à bouffer son cadavre après sa mort. C'est quand même un truc de ouf. C'est quand même un truc de ouf, et une belle justification à l'esclave magique intergénérationnel. Bravo Isayama, bien wesh. Et cerise sur le gâteau, on apprend qu'elle pouvait arrêter les titans à tout moment, qu'elle n'était pas contrainte par une malédiction, qu'elle a choisi de perpétuer les horreurs, les guerres et les meurtres, enfin tout ça quoi, par amour non réciproque pour le roi Fritz. Donc on passe de Ymir et l'incarnation du trauma, de l'oppression et de la déshumanisation à, en fait c'était juste une meuf toxique qui savait qu'elle pouvait débrancher le système, mais qui a préféré continuer pour une relation unilatérale avec son V. C'est quand même un truc de ouf. Ce twist ruine le thème central de SNK, c'est-à-dire le déterminisme contre la liberté, parce qu'au final, Ymir n'était pas prisonnière, c'était juste une meuf collante. Bravo Isayama, encore une fois. Allez, on passe à Mikasa, qui donc libère Ymir avec un baiser avec Eren, et détruit, ce faisant, la logique entière de SNK. Alors, Mikasa, hein, la fidèle Mikasa, badass, un poil obsessionnel, est celle qui tranche la tête d'Eren dans le final. Ce geste, censé marquer à la fois l'amour et le rejet de Eren, libère Ymir de son esclavage spirituel. Et là, tout s'écroule. Parce que pourquoi Mikasa? Pourquoi elle spécifiquement? Je veux dire, c'est pas une lignée royale, c'est pas une détentrice de titan, c'est pas une élue prophétique, elle n'a aucun lien narratif avec Ymir Fritz, jusqu'au chapitre 138, en tout cas. Et donc on se demande pourquoi c'est pas Historia qui a fait ça, puisqu'elle était l'héritière de la lignée royale, elle est en lien direct avec Ymir, donc la seconde Ymir, elle partage son nom et son destin. Mais non, tout ça est jeté à la poubelle parce que il fallait caser un bisou romantique à la fin. Et à la limite, moi ça me dérange pas qu'on aille contre ce cliché des lignées royales, du Chosen One, des élus et tout. Moi y a pas de souci. Sauf que là, c'est très mal fait et ce n'est pas préparé narrativement parlant. Et d'ailleurs, comme si ça ne suffisait pas, Mikasa est censée être immunisée aux manipulations mentales, puisque encore une fois, merci à la lignée Ackerman, pourtant elle voit un futur alternatif fantasmé créé par Eren dans le chemin. Donc elle est immunisée, sauf quand il faut faire passer une scène pour poétique, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Et donc ce baiser met fin à 2000 ans de malédiction. C'est pas un acte politique, c'est pas une révolution, c'est juste un baiser sur un crâne. C'est comme si dans 1984, Winston battait Big Brother en lui faisant un câlin. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, revenons encore une fois à l'Alliance, parce que vraiment ces mecs-là m'ont rendu fou. On va pas se mentir, parce que voilà, l'Alliance, clairement, ils ont contredit 130 chapitres de morale en 5 pages. J'avoue que c'est pas mal, hein. On pourrait mettre ça dans le Guinness Book. Donc, après avoir vu Eren déclencher le grand terrassement et abattre 80% de l'humanité, un groupe de personnages, encore une fois, à l'Alliance, donc Connie, Mikasa, Armin, Jean, Reiner, etc., vous les connaissez, décide de s'unir pour l'arrêter. Ça aurait pu être puissant. Sauf que, ce qu'on a eu, c'est une Alliance qui n'a aucun plan pour sauver Paradis autrement que par ce qu'ils font. Donc un plan suicidaire on va le dire, n'a aucun argument autre que le génocide c'est pas cool, et doit tuer leurs anciens camarades pour empêcher un massacre, en commettant eux-mêmes un massacre. Connie bute Samuel, un pote à bout portant sans remords, Mikasa explose ses anciens collègues comme s'ils ne valaient rien, et derrière ça ils osent encore jouer les moralistes. Enfin mince quoi, c'est bien de sauver le monde, mais si c'est pour sacrifier toute ta crédibilité, c'était peut-être pas la peine. Et bon, puisqu'on parle de l'Alliance, parlons des Jägeristes, qui ont été vaincus par le scénario lui-même. Donc le groupe mené par Floch prend le contrôle de l'île de Paradis, avec un but clair, activer le grand terrassement pour dissuader le monde entier d'attaquer l'île. Ok, sauf que après, leur leader Floch est tué de manière ultra bâclée, le reste du mouvement disparaît comme par magie juste après, et Isayama fait littéralement dire à un personnage, on va s'allier avec ceux qui voulaient nous tuer hier. Et tout le monde est ok avec ça. Et même Shadis, prof emblématique, dit à ses élèves de rejoindre les Jägeristes juste pour qu'ils meurent dans l'explosion du train quelques chapitres plus tard. C'est pas une tragédie, encore une fois, c'est une pure scénaristique, il y avait trop de personnages, on les crève. C'est un peu bête. Et juste pour revenir rapidement avec la romance entre guillemets de Eren et Mikasa, là clairement, on a 139 chapitres de malaise pour un bisou. Puisque Mikasa aime Eren et Eren fait tout pour l'éviter, la repousser de l'humilier.
on l'a compris. Mais à la fin, on découvre qu'il aimait depuis toujours. Ah bon, bah c'est sympa, ça s'est pas vu en tout cas. Il voulait juste vivre avec elle dans une cabane. Bah voyons, c'est très sympa. Cette romance est littéralement le pivot final du manga. C'est ce qui libère Ymir, c'est ce qui tue Eren, c'est ce qui brise la malédiction des titans. Mais jamais la relation entre Eren et Mikasa n'a été bien écrite. Eren passe son temps à lui crier dessus, la rabaisse, la fuit. Mikasa est réduite à une groupie incapable de penser par elle-même, et à chaque moment décisif, elle ne comprend pas Eren. Et malgré ça, le final nous sort, elle l'aimait, il l'aimait, et ça sauve le monde. Encore une fois, voilà. C'est du foutage de gueule, c'est du fanservice, c'est pas une conclusion émotionnelle construite. Et d'ailleurs, parlons enfin de Eren, un personnage qui a été trahi par sa propre écriture. Eren, à la base, c'est le mec prêt à tout pour sauver son île. Il refuse d'être une marionnette du destin, il rejette les plans des autres, il veut prendre et garder sa liberté, et il dit « Je ne veux pas laisser le destin décider à ma place ». Et il déclenche le grand terrassement, justement pour ne pas dépendre de négociations. Sauf qu'à la fin, il laisse Armin gérer les pourparlers de paix, d'ailleurs ça va être compliqué pour lui, au vu de la situation dans laquelle la planète est réduite à cause des agissements d'Eren. Eren toujours laisse Paradis sans défense, il meurt volontairement pour que la paix ait lieu, sauf que clairement ça va être compliqué avec ce qu'il a fait. C'est pas un twist, c'est juste une inversion totale de caractère du personnage. De toutes les manières, j'en ai déjà parlé, mais le problème de Eren, c'est que il est montré, en tout cas après l'ellipse temporelle, comme étant un grand méchant. Ça veut dire que c'est un extrémiste, il active effectivement le grand terrassement pour abattre 80% de la population, mais c'est pas montré comme quelque chose de bien en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on humanise les deux gamins là dans la tente qui se font écraser durant le grand terrassement, pour montrer que ces deux gamins qui sont innocents se font tuer par Eren, voilà quoi. C'est pour montrer effectivement que Eren est clairement un salopard qui est devenu complètement fou, qu'il est un peu, comment dire, le bout du bout de la logique de cycle de la violence qui a été imposée par le roi Fritz, ensuite par Mar, voilà. Bref, c'est ça l'intérêt, c'est censé être un grand méchant, le Eren. J'en avais parlé dans ma première vidéo, c'était ça qui m'avait rendu fou. Pas forcément trop en parler, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais voilà, juste histoire de quand même couvrir le délire. C'est ça le souci, c'est que c'est censé être un grand méchant, et c'est super, c'est ce que j'aime chez Eren. Un mec qui a sombré dans la violence et qui commence à faire n'importe quoi à la fin. Donc clairement, les actions ne sont pas justifiables, sauf que à la fin, je ne sais pas pourquoi, on essaie de te montrer Eren comme un héros tragique, qui s'est sacrifié pour le bien du monde, ou je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Moralement parlant, ça n'a strictement ni queue ni tête. Je comprends pas. Voilà. La narration s'est clairement autodétruite et c'est là aussi que rien ne fait sens. Juste avec cette décision qu'a prise Isayama d'essayer de au forceps de représenter Eren comme étant un héros, alors que pourtant il aurait pu, par exemple, empêcher la mort de sa mère, ben il l'a pas fait. C'est un bad guy le gars. Mais non, à la fin on te dit si, c'est un gentil, voilà, pleurez-le, il s'est sacrifié pour le monde. On essaie de te faire croire que Eren c'est le louche. Voilà, qui s'est sacrifié pour le bien du monde et qu'en fait, il avait raison. Mais non, mais ça peut pas être... Ça peut pas marcher, Isayama. Ça ne peut pas marcher, Isayama. Ça peut pas marcher. Et c'est pour ça que l'alliance derrière, ça fonctionne pas. Parce que tout à l'heure, quand je dis oui, l'alliance n'est pas crédible parce que leur seule justification, c'est le génocide, c'est pas bien. Bah, évidemment que le génocide, c'est pas bien et dans n'importe quelle autre œuvre, cette justification suffirait à elle-même. Mais là, dans le cas de SNK, ça suffit pas. Pourquoi ? Parce que à la fin du manga, à la toute fin, tout le monde félicite Eren après sa mort et se disent ouais, bah, c'était un héros, il a fait ce que personne n'a osé faire. Mais ça n'a aucun sens. Si c'est pour dire ça, alors pourquoi dire que le génocide c'est pas bien ? Bref, ça n'a aucun sens. Je n'ai vraiment pas compris où Isayama voulait aller avec Eren. Je sais pas, vraiment. Je suis complètement confus par cette fin et par ce qu'a voulu faire Isayama. J'ai vraiment cette impression qu'il n'a pas eu le courage d'aller au bout et de dire ouais bah Eren c'est un bad guy et puis c'est tout. Non, il a voulu essayer de sortir une petite rédemption au dernier chapitre. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé, hein. Il y a plein de trucs bizarres dans le comportement d'Eren qui ne fait pas sens avec le fait qu'en principe, il savait déjà tout grâce au chemin. Donc, puisqu'il savait tout, ça veut dire qu'en principe, il savait depuis la cérémonie de remise de médaille que tout ça allait arriver, d'accord ? Mais alors, pourquoi paniquer pour Historia ? Pourquoi mettre en danger tout le monde si tu connais déjà la fin de l'histoire ? Pourquoi pleurer comme un gamin en disant je veux pas mourir si tout ça a été planifié ? La seule réponse possible, bah ok, bah Eren est humain, c'est compliqué. Mais ça n'a aucun sens à la base. Eren, c'est un personnage de volonté, de rage, de liberté. Sauf que là, bah, il devient tout le contraire. Il devient un PNJ du destin manipulé par Ymir qui fait tout parce que bah, c'est comme ça que ça devait se passer. C'était pas censé être une espèce de guts bis en mode ouais, je vais à l'encontre du destin et de la causalité. Enfin bref. Pour moi, c'est un échec total, ce pauvre Eren. De toutes les manières, je ferai d'autres vidéos sur SNK, voilà. C'est un scandale. Bon allez, reparlons d'un truc dont j'ai déjà un peu parlé au début de la vidéo, c'est-à-dire les Ackerman et apparemment le fait qu'ils soient immunisés au titan primordial. Sauf que non. Ça n'arrive que quand ça arrange l'histoire. Donc on en a déjà parlé, mais
faut quand même en reparler, à plusieurs reprises dans le manga, on t'explique que les Ackerman sont des exceptions génétiques, ils sont immunisés aux manipulations du primordial, ils gardent leurs souvenirs intacts et ils ne peuvent pas être contrôlés. Et c'est littéralement pour ça que le roi Fritz les a pourchassés. Sauf que dans les faits, Eren montre à Mikasa une scène imaginaire où ils fuient ensemble, une illusion, un souvenir alternatif, un rêve, peu importe. Mais devine quoi, Armin l'a vu aussi, donc c'est pas une hallucination, c'est une projection mentale du fondateur. Donc une manipulation, et Mikasa l'a vécu comme Armin, sauf qu'elle est une Ackerman, et en plus elle est asiatique, donc c'est une double immunité. Alors pourquoi elle voit ça? Évidemment je plaisante pour l'asiatique, c'était une blague les amis. Mais bref, peu importe pourquoi elle voit ça, voilà, c'est l'amour. Power of Love. Sauf que, encore une fois, c'est juste une énorme incohérence. J'en ai déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais voilà, je voulais en reparler. Ça n'a strictement aucun sens. Soit elle est immunisée, soit elle n'est pas immunisée. Tu peux pas jouer sur les deux tableaux en même temps. Revenons d'ailleurs sur les chemins, là, The Path, qui sont apparemment hors du temps, sauf que pas vraiment, ou peut-être. Parfois. Parfois. Donc le chemin, c'est une espèce de dimension mystique où le temps n'existe pas. Tu peux vivre 10 ans dans le chemin et une seconde dans la vraie vie. C'est l'excuse magique pour faire tous les flashbacks et toutes les révélations dont le scénario a besoin. Sauf qu'à la fin, Armin discute avec Zeke dans les chemins, pendant que Mikasa galope à travers les ossements pour trancher Eren. Donc le temps passe normalement. Mais attends, dans le chapitre 120, Eren et Zeke vivent une éternité dans le passé de Grisha avant que quoi que ce soit ne bouge. Sauf que là, Armin tape une discussion chill avec Zeke et Mikasa a le temps de rejoindre Eren, le trancher, embrasser son cadavre et faire pleurer Ymir. Donc le chemin n'est plus hors du temps. En fait, le chemin, c'est juste que Isayama a besoin qu'il soit. Voilà, on appelle juste ça un Deus Ex Machina en pantoufle. Désolé de le dire. Et tout ça pour que Ymir pleure devant un bisou, voilà. J'en ai beaucoup parlé de ce bisou, mais ça n'a aucun sens. Ymir, à la base, c'est une esclave depuis 2000 ans. Son âme est piégée dans les chemins, elle a créé des titans pour perpétuer la malédiction, et Eren lui dit « Brise tes chaînes, sois libre ». Elle ouvre les yeux, moment fort, symbolique, puissant. Sauf que, au chapitre 139, bah non. Elle n'a pas été libérée par Eren, elle attendait juste que Mikasa embrasse la tête décapitée de son crush. Voilà ce qu'il fallait apparemment pour mettre fin à 2 millénaires de malédiction. Un baiser nécrophile, voilà, désolé de l'expression, et c'est pas une vanne. Elle a vu Mikasa aimer Eren au point de le tuer, mais aussi de l'aimer après sa mort. C'est juste une fin de shoujo en cosplay de seinen. Tu remplaces les titans par des vampires sexy et t'as Twilight édition chemin, quoi. Et donc le thème principal apparemment de SNK, c'est la liberté et tout ce qu'on doit payer pour l'obtenir, sauf qu'en réalité, le vrai thème principal de SNK dans les faits, c'est l'amour gagne tout. Voilà, c'est vraiment super mature, hein, bravo Isayama. Puisque à la base, SNK, c'est vraiment une véritable promesse thématique. Jusqu'où pourrait-on aller pour être libre? Qu'est-ce qu'être un monstre et l'humanité peut-elle sortir du cycle de la haine? Et la réponse du manga, c'est l'amour est plus fort que tout, même l'amour qui n'a aucun sens, même une relation toxique, mal écrite et jamais développée. Donc voilà, Mikasa arrive à one-shot 2000 ans de souffrance juste parce qu'elle aime un mec. Donc voilà, c'est même pas un échec thématique, c'est un effondrement narratif. Et donc conclusion, SNK a raté son atterrissage et de très haut, puisque Isayama a écrit une première moitié de manga solide, intense, pleine de tensions politiques, d'ambiguïté morale, de choix déchirants, où il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, et sauf que dans les 20 derniers chapitres, il a tout jeté à la poubelle pour du fanservice maladroit, pour des incohérences temporelles, pour une morale floue, pour des arcs non résolus, et surtout une fin qui a trahi tout ce qui a été construit avant. Et donc c'est pas juste qu'une mauvaise fin, c'est une fin qui a saboté toute l'œuvre d'Isayama. Et ce qui fait que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je saurais vraiment plus où placer SNK. Moi, avant, effectivement, tu m'aurais parlé avant la fin, je t'aurais dit que SNK, c'est le GOAT du GOAT, quoi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je saurais pas. Je saurais pas te le passer. Je le mettrais dans mon top 10 quand même, histoire 2, mais est-ce que même ça va dans le top 5? Je commence à me poser des questions, hein. Je commence vraiment à me poser des questions. Donc voilà. De toute manière, ces questionnements ne sont pas finis puisque je vais faire encore pas mal de vidéos sur SNK. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.